Et bonjour. Salut. Et bienvenue sur notre chaîne 30 Takes. Et là vous vous dites, mais qui sont ces inconnus au bataillon? Eh bien on remercie l'algo YouTube de vous avoir amené à nous. Ouais, c'est vrai. Merci YouTube. Et là vous vous dites, Comment les suceurs. non, mais vraiment, genre merci YouTube. Merci, Allez, YouTube. vous pouvez voilà. Là parce que vous vous dites, tiens c'est bizarre, ils sortent une vidéo eux le jour même de la sortie du film, alors qu'ils sont inconnus au bataillon. Donc C'est vrai. C'est une première pour nous. on va vous expliquer un peu les coulisses de toute cette histoire, et même il y a énormément de choses à parler parce qu'aujourd'hui on va parler d'un des films peut-être les plus attendus de l'année, je pense. Facilement. Je me mouille pas trop en disant ça. L'Odyssée de Nolan. Et on va pas se mentir, quand Nolan sort un film, c'est un peu comme un Star Wars. On va le voir. C'est un événement. 13e film de Nolan. 13e film. C'est des événements qui finalement, sur 26 ans quasiment, Ouais. ça arrive pas si souvent que ça. Tu vois, c'est tous les Ouais, 3-4 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est notre ça. Coupe du Monde du cinéma. Ouais, c'est vrai. Et en plus, celui-là, de plus, il y a énormément de sujets. Donc déjà, on va vous aider à comprendre la structure de cette vidéo. Grosse partie, no spoil. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va rien vous balancer. De toute façon, on vous indiquera tout dans le titre, dans les timecodes. Là, on va parler des sujets autour du film et autour du produit, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et évidemment, après, partie spoil, où là, vraiment, on ira plus en profondeur sur le film. Mais pourquoi on sort cette vidéo le jour J de la sortie du film? C'est parce qu'on a eu la chance d'aller au Grand Rex pour assister à l'avant-première française du film. Donc on a vu toute l'équipe. Ça c'est la classe quand même, on va pas se mentir. Un Matt Damon enfoiré quand même. Ouais, il y avait tout le monde, sauf Pattinson, il y avait tout le monde, clairement. Et dont Nolan qui a lâché quelques petits mots qui ont fait un peu plaisir, notamment sur c'est sur Memento, je crois, comme quoi on a cru en son film. Et mine de rien, c'est peut-être le starter. Ah bah complètement, complètement. De Nolan. Donc voilà. Et comme on a vu le film une semaine avant tout le monde, ça nous laisse un peu de temps pour faire cette vidéo. Et on a eu aussi du coup la surprise de le voir en IMAX. Et non. Alors, non. le sujet. On a eu... donc premier sujet, c'est quoi ce bordel avec l'IMAX 70? Parce que nous, on l'a vu en 70. Une projection en 70 minutes. Et non en IMAX. Parce qu'on va pas vous mentir, là, on met les pieds dans la gadoue. Hein. On sait pas où on va. C'est compliqué. Mais dans tous les cas, l'IMAX 70, donc le format spécial du film, c'est Montpellier ou rien. En France, si vous n'allez pas le voir à Montpellier dans la salle qui est équipée, qui vient d'être inauguré, je crois, en plus. Ah ouais, il y a même pas... Je me demande si c'est pas 3 mois. Ce film, d'ailleurs. Ouais, je sais plus. On en parlera. Vous ne le verrez pas tel que Nolan l'a tourné. Voilà. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Pour le coup, un peu quand même. On va vous mettre au montage justement le site officiel de l'Odyssée, le film. On sortit le trailer du film et tu peux changer à la volée tous les différents formats de diffusion. Et vous verrez, la différence, elle est quand même assez grande. Mais le format voulu par Nolan de 1/43e grosso modo IMAX, donc qui s'appelle, et c'est là où ça devient très compliqué, qui s'appelle très exactement, et c'est très important, IMAX 70 mm. Ce format-là, vous le trouverez qu'à Montpellier et dans quelques salles du monde, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on l'a vu en 70 mm, et là, vous vous dites peut-être, il est con. Il vient de dire c'est le nom du truc en 1/43e. Pas la même chose. Et non. IMAX 70 mm, c'est le grand format. 70 mm tout court, c'est un ratio d'image assez standard. Je me souviens plus exactement. C'est pas du 16:9, mais bon, vous voyez l'idée. Nous, on l'a vu dans ces conditions-là. Donc, c'est-à-dire que c'est une projection d'une pellicule IMAX. Ça, c'est quand même un projecteur spécifique, validé IMAX, certifié, c'est le mot. Mais le format n'est pas le fameux format 1/43 très bizarre. Mais très 4/3. Très 4/3. En fait, vous voyez plus au niveau de la hauteur. C'est ça. Et non de la largeur. Et d'ailleurs, petite info, parce que le Grand Rex a commenté notre TikTok sur la petite vidéo qu'on a faite pour annoncer qu'on allait à l'avant-première. Et on a fait une petite erreur, c'est qu'on disait qu'ils avaient installé l'espèce de salle de projection temporaire que pour l'événement. Eh bien non, vous pouvez le voir dans les mêmes conditions que nous au Grand Rex. Donc au passage, faites comme le Grand Rex, commentez nos TikTok. Comme ça, à la fin, vous vous direz plus c'est qui ces couillons qui sortent leur vidéo le jour de la sortie du film. Donc déjà, voilà. Problème de l'IMAX, plus ou moins résolu. On sait pas où on allait de toute manière. C'est un bordel. Après, on pourrait aller plus loin dans la technique. On va pas se mentir, ça a commencé à faire chez tout le monde. Mais sachez que Nolan a demandé à IMAX Corporation, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est la boîte qui gère tout le projet IMAX, on va dire, de A à Z. Des caméras à la projection, jusqu'à la salle, jusqu'au spectateur. Sans doute une société de méchants. Quand t'as Corporation dans ton nom, c'est Umbrella Corp. Ouais. K-Corp. Kameto, mon général, j'étais sous votre commandement lors de la Pixel War. Bien sûr. Donc, non, mais voilà, pour vous dire qu'il a demandé une caméra très particulière parce que l'IMAX, c'est une bobine qui tourne.
ça fait un boucan des enfers, ça chauffe énormément, ça a des contraintes de zinzin et il a entièrement tourné son film avec. Première fois que l'intégralité du film est en IMAX. On a déjà eu quelques réalisateurs, en tout cas dont Nolan évidemment, qui tournaient des séquences en IMAX. Mais là, c'est l'intégralité du film. Avec des contraintes de malade mental quand même, parce que des nouvelles caméras, une ambition quand même, parce que c'est l'Odyssée. Donc c'est quand même une putain d'épopée à raconter au cinéma. Oui, il te fait pas ça sur un huis clos avec une chaise et à bouffer à table. Donc mine de rien, c'est juste l'info à retenir, c'est que Nolan a eu une méthodologie de travail assez originale avec pas mal de contraintes. Est-ce que c'est bien pour le cinéma dans la mesure où nous on en a qu'un en France qui permet de voir ça? Ça, voilà, c'est un sujet qui peut se poser, mais dans tous les cas, si vous voulez voir en IMAX 70, allez à Montpellier. Je vais pas vous mentir, c'est complet jusqu'à... Oh oui, je pense. Voilà. Alors sinon, vous pouvez aller à Londres et à Bruxelles. Si vous habitez plus dans le nord de la France, c'est moins loin en fait. Mais alors moi, deux petites anecdotes, on va dire, mais que je trouve marrantes sur la technique, enfin pas sur la technique, mais autour de l'IMAX. Et l'une des contraintes majeures justement, c'était le bruit de la caméra, parce que du coup, tu ne peux pas enregistrer le son plateau, le son sur le tournage, les ambiants, les voix, tout ça. Ouais. Et donc en fait, tout ce que vous voyez en IMAX jusqu'à ce film, en tout cas, tout était redoublé par-dessus, littéralement, puisque la caméra fait un boucan du diable et qu'on n'entend pas les acteurs. Et donc là, ils ont réussi à trouver des solutions pour pouvoir faire de la captation son pendant le tournage. Tu vois la gueule de la caméra, le truc a un capot énorme dessus pour essayer d'étouffer le son. C'est rigolo. Un peu à l'ancienne, parce qu'il a fait beaucoup de décors, il a fait un peu à l'ancienne en fait. C'est marrant parce que je pense qu'on l'a souvent dit sur cette chaîne que le cinéma commençait à vraiment se standardiser. On cherche plus forcément une performance artistique dans les effets spéciaux. C'est productif. Mais voilà, c'est on produit. Là où Nolan c'est un format un peu à l'ancienne, quoi. C'est la reproduction, il manquerait plus que les maquettes et il nous fait une Star Wars, quoi. Il est dans cette vibes d'un James Cameron, par exemple, qui est avant tout un vrai technicien de l'image, un vrai amoureux de ça, et qui pousse les technos du ciné plus loin. Et cette caméra IMAX, aujourd'hui, qui devient peut-être praticable et en gardant le son, c'est peut-être une avancée, on sait pas, peut-être que l'industrie va l'accepter, peut-être que pas du tout, et que ça sera les lunettes 3D, voilà, on en a parlé pendant 3 ans et puis ciao. Le cinéma de Montpellier qui a la salle Projo, j'espère que votre investissement sera rentable, parce que c'est juste pour un film. Non mais c'est vrai, tu te dis, parce que c'est un truc de zinzin, hein. C'est genre 3, enfin c'est une salle de projection qui est immense, les bobines c'est plus de 20 kilos, enfin c'est... Donc voilà, et autre contrainte qui était rigolote aussi, c'était que du coup tu peux tourner que pendant 3 minutes. Ah bah oui. Et c'est Tom Holland qui disait ça en interview, qu'il avait l'impression, c'est la première fois qu'il tournait avec Nolan, il avait la presse et tout, et il avait l'impression que Nolan détestait ce qu'il proposait en tant qu'acteur, parce qu'à chaque fois il coupait la caméra. Il cutait, on la refait, on passe à la suite et tout. Et en fait c'est pendant le tournage que je sais plus quel acteur avec qui il en a parlé, lui a dit non mais c'est normal, c'est parce que la caméra ne tourne que pendant 3 minutes. C'est drôle ça. Je sais pas techniquement le pourquoi, mais t'as 3 minutes, et du coup ça a mine de rien un peu influencé le tournage aussi, tu vois. Complètement, en fait c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller le voir, parce que ça a été tourné d'une manière tellement atypique, aujourd'hui en tout cas, que rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Et oui, ça amène énormément de sujets, notamment sur la place de Nolan dans le cinéma. C'est l'un des rares réalisateurs qui peuvent se permettre. Un peu le seul. On a pris 2h52 d'épopée dans la gueule. Ouais. Il y a des choses à dire, mais en tout cas ça en dit long. Moi je trouve que c'est plutôt bien, parce que mine de rien, ça relance l'intérêt d'une salle de ciné. Et Nolan est un amoureux des salles de cinéma. Et ça, c'est quelque chose que je partage vraiment avec lui. Je veux pas que Netflix, Amazon et toute la clique récupèrent ça. Quand il y a eu le rachat de Paramount, de Warner, par potentiellement Paramount ou même pas potentiellement Netflix, là j'avais un peu flippé ma race, parce que c'est pas les mêmes business models, c'est pas la même expérience. Donc, je suis content il existe encore des technologies qui sont différenciantes de ce que vous pourrez avoir dans votre salon. Vous n'aurez jamais une télé qui a le format de cette IMAX 70 mm, et c'est bien normal, hein, c'est pas le but des vendeurs de télé. Donc c'est une expérience purement cinéma. Maintenant, elle est très dure à avoir, on n'a pas pu la voir même pendant une avant-première et compagnie, tu vois. Donc il y a beaucoup de chemin à faire, peut-être que les salles n'auront pas envie de le faire, c'est peut-être un échec. Mais voilà, c'est une industrie qui avance et qui tente des choses. Et dans une ère où tout se standardise et tout devient un peu plat, c'est ça. C'est peut-être le coup de pied au cul dont cette industrie qui nous est chère en a besoin. Je te propose de prendre le bateau et d'aller vers la partie no spoil. Allez, on rame.
est parti, no spoil. Vous pouvez donc rester pour regarder cette partie si vous n'avez pas vu le film. On ne révélera rien de l'intrigue. Tout va bien. Tout va bien. On vous indiquera évidemment le passage en partie spoil. Il n'y a pas de surprise. Comme d'habitude, tout va bien. Même dans le titre. Là, pour le coup, c'est tellement un événement. Ça sera écrit partout. Que vous soyez pas d'accord avec nous, c'est une chose, mais on n'est pas des salauds. Voilà, c'est ça qui est important. L'Odyssée de Nolan. Alors, est-ce qu'on fait un petit pitch? On n'est pas des experts, hein. Nous, c'est connaissance de quoi? 5e? C'est tellement un récit transgénérationnel, c'est même pas le bon mot, millénaire littéralement. Ah oui, pour le coup, oui. Qu'en fait, moi, mon rapport à la mythologie grecque et à Ulysse, c'est des trucs aussi cons que ça va être le film 3. Donc de 2003, avec Eric Bana, avec le fameux Achille incarné par Brad Pitt. Donc, l'avion dans le ciel. L'avion. Donc, non mais tu vois c'est con, mais en fait, il y a ça, il y a des dessins animés de mon enfance et tout ça. C'est un vrai objet culturel. Exactement. Donc je pense qu'on a tous un rapport différent, mais qu'on a tous un petit peu une base commune. Homère quoi. Voilà. Une base homérique, littéralement. Et donc Nolan décide de faire sien ce récit. Ouais. Avec la cité d'Ithaque, le royaume d'Ithaque, je sais pas exactement le terme. Je crois que c'est la cité d'Ithaque. Je vais dire la cité. La cité d'Ithaque qui se retrouve sans roi depuis la fin de la grande guerre de Troie, guerre qui visait à aller récupérer Hélène, la conjointe, la femme d'Agamemnon, et envoie grosso merdo tous les mecs qui veulent bien le suivre assiéger la cité. Cité réputée imprenable, donc va en découler une énorme guerre dans laquelle Ulysse, roi d'Ithaque, est recruté par Agamemnon, son roi, pour être un de ses généraux, un de ses principaux généraux. Principaux généraux, ouais. Et la guerre va durer. Pénélope, sa femme, va attendre son retour à Ithaque, ainsi que son fils Télémaque, qui venait de naître et qui l'aura à peine connu avant de partir à la guerre. Et c'est comme ça que s'ouvre le film de Nolan. On commence à Ithaque avec du coup sa femme Pénélope et son fils Télémaque, qui continue de se dire mais où est papa? Ça fait 20 ans. Ah ouais. Donc du coup, il y a toute une spéculation de est-ce que Ulysse est mort, va-t-il revenir? Et mine de rien, c'est comme dans tous les royaumes, hein, un trône vide, ça fait pas bonne figure et c'est vraiment un souci, en effet. C'est un énorme souci et du coup, comme Ulysse tarde à revenir ou à montrer signe de vie, ne serait-ce que cela, il faut avancer. Il faut avancer et donc les prétendants pour la belle Pénélope se pressent au palais d'Ithaque, dans la cité d'Ithaque en tout cas, pour lui demander sa main. Et elle ne fait que repousser l'échéance. Elle veut rester seule reine qui attend son roi. Ça fait 20 ans qu'elle attend le retour de son conjoint. Et va-t-il revenir? Ça, j'ai envie de vous dire, allez voir le film. Je pense que j'ai rien révélé que vous ne connaissiez pas, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que Nolan ouvre son film. Il respecte, je trouve, pas mal de choses. Après, il y a une évidence, c'est que, vous savez, Nolan, c'est le roi pour complexifier les choses et notamment avoir des récits complètement déstructuré. Memento en est peut-être la preuve absolue. Bon, Tenet, j'en parle pas, c'est Memento sous stéroïdes. Et en fait, il faut savoir que l'Odyssée en elle-même est déjà déstructurée. Parce qu'en fait, c'est des récits qui sont pas racontés de manière linéaire, c'est des points de vue qui s'affrontent. Et donc, du coup, en fait, on est à côté Télémaque, à Ithaque. Comment il voit un peu la position de sa mère qui est hyper délicate et qui d'ailleurs est très bien jouée par Hathaway. C'est vraiment quelle reine. Je vais même aller plus loin, je crois que moi tout le casting m'a c'est la conquis, meilleure. Hein. Moi tout le casting m'a pris. Matt Damon quand même. Mais j'en reparlerai parce que j'ai des choses à dire. Donc c'est normal que le récit soit déstructuré parce qu'il est déjà de base, mais là c'est vrai que Nolan, et ça on le réservera pas à la partie spoil, se l'approprie. Pour le coup, c'est pas un copier-coller. Ça pourra diviser, mais moi perso j'aime bien le fait que c'est pas qu'une reproduction d'un média à un autre. Il se l'approprie et il raconte des sujets. On en parlera en partie spoil, mais il y a des sujets qui sont vraiment d'actualité et encore une fois très subtils. Il fait dire un peu au personnage les sujets qui l'intéressent lui, Nolan, en tant que réalisateur. Et c'est parfait parce que l'œuvre est tellement ancienne, a tellement eu de formes différentes que amuse-toi avec. Ne fais pas le bouquin, tu vois. Sans parler en fait des polémiques qu'il y a eu au niveau des acteurs. Ah oui, il faut qu'on parle de ça. C'est vraiment, on parle juste des enjeux. Oui, là on est sur les enjeux. Mais même, j'ai envie de dire, du récit. C'est un autre angle. C'est très rafraîchissant, évidemment, surtout si en plus vous connaissez très très bien l'Odyssée, ce qui n'est pas notre cas. Je pense que vous êtes peut-être les grands gagnants. Vous allez vraiment voir une autre lecture. Après, si vous n'êtes pas un peu comme nous, vous connaissez mais sans plus, c'est 2h52 de pur spectacle. Oui, et c'est magnifique, il faut le dire. Hein. Je pense que vraiment, alors nous, on l'a pas vu en IMAX 70 carré, mais en tout cas, on s'en est pris plein la gueule.
putain que c'est beau. C'est chaud, et puis c'est... Ouais, il y a des scènes, c'est de l'ordre de l'épique, pour le coup. Ouais. Et, oui, ça faisait longtemps. Et surtout cet univers-là, en plus. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un péplum. Dans le genre style de cinéma qui est mort, enterré, et on a tiré dedans dans la tête 3 fois après... Le péplum, ça se place là quand même. Et il fait un truc que moi je trouve zinzin, c'est qu'il arrive à filmer le péplum d'une manière... J'arrive toujours pas à mettre les mots dessus, ça fait 3 jours. Blockbusteresque. Eh ben moi je trouve pas justement. Moi je les trouve très terre à terre, très posés, très ancrés dans une forme de réel. Ça c'est Nolan, c'est pragmatique. Oui, le faire avec l'Odyssée... C'est pragmatique. Bah oui. Alors je comprends ce que tu veux dire parce que c'est marrant, c'est de la fantaisie un peu, c'est de la magie. Oui, ça se rapproche de ça, oui. Il arrive à en faire un récit, on se dit... Putain, mais ça aurait pu être un chapitre de l'histoire classique, quoi. Moi, j'avais en tête dans le truc du péplum, le plan large de la cité, très coloré, tout le monde est magnifique, les trompettes, poète, la reine arrive. Non, on n'est pas là-dedans, c'est dur. Vraiment, l'image, elle est dure, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a du grain, c'est contrasté. C'est rugueux. C'est pas lisse du tout. Mais les costumes, pardon, mais les gens qui sont encore en train de débattre sur les costumes, parce qu'il y a 3 photos qui ont leak sur Twitter, j'arrête pas de voir ça depuis 3 jours, ça me rend zinzin. Les costumes sont superbes. Et une fois que vous les verrez en mouvement et filmés par Nolan et pas juste un vieux leak dégueulasse sur les réseaux, franchement, revenez me voir. Hein. Mais pour moi, c'est pas un débat. Revenez et commentez 2 fois. Avant et après visionnage, mais c'est trop bizarre d'être dans cette position. Nous on a vu un film qui n'est pas encore sorti, ça m'est jamais arrivé, et en fait de voir les débats avant qui peuvent être vraiment durs, et tu te dis mais à l'échelle du film c'est de la merde ton débat, ce n'est pas un débat. Je vais balancer une take. Toutes les polémiques qu'il y a eu sur l'Odyssée de Nolan, alors déjà sont alimentées par des gens qui n'ont potentiellement pas vu le film, parce que des avant-premières il n'y en a pas eu 4 milliards, et oui là on joue le coup des privilégiés, mais le film on l'a vu. Toutes les polémiques, tous les costumes, les acteurs, Nolan vous l'a mis à l'envers. Clairement, je pense qu'il vous l'a mis à l'envers parce que je vous le dis, vos propos, 5 jours avant la sortie du film, ont déjà mal vieilli. Je vous le dis, vous allez passer pour des cons. Ouais, franchement. Non, mais c'est en toute bienveillance. Vous allez passer pour des cons. Le film vous fait mentir. Moi, je tire une balle sur tous les gars qui ont fait du buzz sur les articles 6 mois avant la sortie du film, de ça va être tel acteur, telle actrice pour incarner lui. Oh là là, mais quoi? Mais pourquoi c'est une noire qui joue une grecque et tout? Franchement, on se parle vraiment. Vous êtes des merdes humaines, et regardez le film et on verra ce que vous en pensez après, parce que c'est délirant d'essayer de faire du contenu de merde là-dessus, et en plus vous pouvez peut-être savoir, vous avez pas vu le film, ils vont le boycotter en plus, mais peut-être même ça sera encore pire. Mais tu sais quoi, c'est même pas encore pire. Si t'étais prêt à avoir ce genre de propos, dégage, on veut même plus ton avis derrière. Encore une fois là, comme Backroom, je vous sors la même sauce, mais par pitié, c'est un Nolan, allez le voir au ciné. C'est une putain d'expérience. Plus que jamais. Je dis pas que vous allez aimer, encore une fois. Moi, il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées. Et pourtant, je l'ai vu dans les conditions les plus optimales qui existent. En tout cas, dans un contexte très, très, très cool. Il y a plein de choses qui vont pas, à mon sens. Mais putain, c'est un spectacle, quoi. Ouais. C'est un spectacle. Je vais pas vous mentir, on sort de là. Bon, on l'a vécu l'Iliade et l'Odyssée. Là, on l'a vécu. On était Ulysse. Moi, je fais partie des gens qui ont très peu apprécié Oppenheimer, typiquement. J'aime beaucoup la cinématographie de Nolan, je veux pas faire le mec. Toi, c'est les biopics. C'est un biopic déjà. Ouais, et puis même dans moi, tout ce qu'il a fait dans Oppenheimer, il y a beaucoup de choses que j'aime pas du tout. C'est celui que j'aime le moins de Nolan, et pourtant ça reste quand même un sacré film. L'explosion, t'as pas aimé? Je m'y attendais pas du tout à l'explosion. Non, mais bon, je vais pas faire la critique de Oppenheimer ici, mais voilà, je faisais partie des gens un peu en mode là, je vois. En attente de se dire qu'est-ce que tu vas me pondre là? En mode, ces 2 derniers films, pour moi, c'est ces 2 moins bons quasiment. Back to back. Ah, Tenet. Ouais, je trouve que ça fait pas partie de ses meilleurs. Tenet, c'est le contexte, je pense. C'est-à-dire que c'est tellement haut. Oui. Qu'un pas bon de Nolan, il y a des gens qui crèveraient leur mère pour le faire. T'es 4ème au classement des Toy Story. En fait, les 3 premiers sont tellement bons que. Mais tu vois, j'étais en mode, est-ce que le downfall, si je peux dire, va continuer? Est avéré, ouais. Et en fait, franchement, je ressors de l'Odyssée. Non, là, il est en patron. Là, il est en patron. Je dirais pas que c'est forcément son meilleur film. Ça, j'en sais rien. Ça dépendra de chacun. Ouais. Mais moi, je le dis, je crois que c'est son film le plus abouti. Il y a une maîtrise à beaucoup d'aspects, dont l'image évidemment, mais même la narration. Bon, j'ai pas tout aimé pour autant. Et surtout, il y a plein de moments où dans ce film, je vois ses autres films. Et là, je vois un réalisateur qui continue d'avancer et qui continue d'engendrer de l'expérience. Exemple typique, il y a énormément de scènes en bateau et sur des plages. Bon, normal, forcément, vous imaginez bien qu'ils accostent sur 2-3 plages. Genre l'Odyssée, accessoirement. Et j'ai l'impression de revoir Dunkerque. Nolan, c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est le seul que j'ai pas vu.
Je pense que tu détesterais parce que c'est une expérience purement de cinéma. Puis en plus, j'aime pas les films de guerre. Hein, tu vois, moi non plus. Doublement. Ah ouais, bon, bah. Mais c'est un film il faut que je regarde. De toute façon, il faut que je regarde. C'est un film qui a un scénario qui tient sur une feuille de papier à cigare. Ouais. Et par contre, c'est une claque visuelle au cinéma que tu peux avoir qu'au cinéma. En fait, le problème là, c'est que je pense que j'ai loupé l'expérience. Ouais. Mais par contre, quand il filmait les bateaux et quand il filmait la mer, il avait une façon de le faire qui est exactement la même que l'Odyssée. Et c'est trop chouette de. Il est en maîtrise. Je vois un mec qui a engendrant de l'expérience et qui continue à son âge de redistribuer dans les autres films, quoi. Et ça, c'est qu'un exemple. Et moi, je vais le défendre là-dessus, et tout en foutant des contraintes à la con. En plus, oui. Et pas des moindres, hein, franchement, pas des moindres. Exactement. Donc voilà, je sais que beaucoup n'aiment pas Nolan parce qu'il part du principe que c'est l'art de complexifier les choses pour rien ou pour cacher sa médiocrité. Et ben là, je trouve que justement, j'ai pas vu un réal qui cachait quelque chose. J'ai vu un gars sincère. Alors encore une fois, peut-être que tout n'est pas parfait dans le film. On en parlera après, ouais. Mais j'ai beau ne pas avoir tout aimé, alors, à aucun moment je me suis dit, là tu forces. Je dirais quand même que son récit est nolanien, c'est-à-dire que ça reste quand même déconstruit. Ah oui. J'espérais un récit plus linéaire. J'aurais adoré que ça soit vraiment bonjour, voici Ulysse, il va en chier pendant 20 ans et vous allez le suivre. Et passer d'une étape à l'autre et tu les vois vieillir et galérer. Et non, c'est plus déstructuré, c'est même pas déconstruit, c'est déstructuré exactement. Parce que l'Odyssée l'est déjà. Oui, tu vois, mais il aurait pu décider de le faire autrement. Mais en même temps, ça lui ressemble tellement. Ouais, Nolan, c'est limite une évidence quand on y réfléchit. Jusqu'à même un point où il y a une partie de l'intrigue qui presque est là pour justifier le fait que ça soit déconstruit selon moi. Mais ça, on en reparle en partie spoil. Quoi qu'il en soit, parce qu'on pourrait s'éterniser là-dessus, oui, ça vaut le coup. Toutes les polémiques, à notre sens, ne servent à rien, juste à faire du buzz de merde. Ah ouais. Là, si vous n'allez pas au cinéma, vous allez passer à côté d'une expérience. Si ça ne vous dérange pas, j'ai envie de vous dire tant mieux ou tant pis, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, si vous êtes mitigé, voilà, je m'adresse à ceux qui sont potentiellement mitigés. Là, faut y aller. Là, faut y aller parce que ça fait longtemps. Et que les choses soient claires, hein, Gladiator 2, c'est comme beaucoup d'autres films. On va le mettre sous le tapis, on va faire comme s'il n'avait jamais existé. D'accord ? Et c'est faire une fleur de faire ça, hein. Putain, quelle merde. Et voilà. Là, on a un vrai péplum d'un mec qui a voulu raconter une histoire à sa sauce, mais qui, putain, c'est pas foutu notre gueule. Il y a des plans qui me hantent encore. Si vous n'allez pas au cinéma pour ce film, pourquoi vous y allez ? Franchement. Putain, c'est Nolan. Si vous n'allez pas voir ce film, pourquoi allez-vous au cinéma ? C'est vraiment... on pourrait résumer la partie no spoil à cette phrase. Parce qu'on va pas s'étaler plus. On va pas s'étaler plus. Alors voilà, on essaie vraiment de, comme on sait que la vidéo, on a la chance de pouvoir la sortir tôt, on essaie de rester vraiment très soft, évasif, très soft. On est resté dans le cadre des bandes annonces. Voilà, exactement. Même pas. En vrai, même pas. On va partir en partie spoil, donc on vous invitera à revenir. Si vous arrêtez là pour cette vidéo parce que vous comptez aller le voir, ou alors peut-être qu'on vous a convaincu d'aller le voir, dites-le nous en commentaire. Si on a fait ça, ça serait cool. Et encore une fois, au-delà du référencement, on n'est pas hypocrite. C'est juste qu'on est curieux, que n'hésitez pas à nous parler, on répond dans la joie et la bonne humeur. En attendant, c'est l'heure de se casser parce que là, il va y avoir des orages en partie spoil. Let's go. Et parti spoil. Et alors là, je vous le dis, sauf l'armée des anti-wokistes disparus, je sais pas comment on peut vous appeler, ceux qui vont boycotter le film, ou ceux qui s'en foutent. Il y en a aussi qui s'en foutent de Nolan, clairement. Bien sûr. Mais en tout cas, si vous êtes mitigé ou que vous voulez aller voir le film, en théorie, vous êtes plus censé être là. Et si vous êtes là, je sais qu'on a l'air sympathique, mais encore une fois, cassez-vous. On va tout dire. Cassez-vous. Là, on va tout dire et on le dit maintenant. De but en blanc, t'en as pensé quoi du film ? Je le dis tout de suite, franchement, je crois que j'ai adoré parce que le film, il me travaille encore, très honnêtement. Mais je vais beaucoup minorer mon propos. Enfin, pas comment dire, je vais beaucoup. Atténuer, merci. C'est le terme, 2 fois. C'est toujours, hein. Je vais beaucoup atténuer mon propos, vous allez voir. Vous allez peut-être même à la fin vous dire, mais ce connard, il nous dit qu'il aime bien alors qu'il a dit plein de trucs qu'il aime pas. Bah ouais, mais parce que c'est ça qui est trop cool en fait. Je rebondis là-dessus. Moi, il faut savoir que Nolan, c'est peut-être l'un de mes réalisateurs préférés. J'aime beaucoup l'aspect pragmatique des choses, essayer de les rendre réelles, palpables. Et là, arriver à le faire sur l'Odyssée, quoi. C'est de la magie, hein. C'est un mythe. C'est de la mythologie. C'est vraiment que ça. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça, quand même, ça réfléchit. Ça veut pas dire que c'est toujours logique, ça veut pas toujours dire que c'est utile. Des réflexions qui sont inutiles. Inception en fait partie, à mon sens, trop complexe pour pas grand chose. Ah oui, tu veux dire au global dans sa film. Ouais, global, Nolan. Mais là, quand le film s'est arrêté,
Il peut en témoigner, hein. Il m'a vu, il m'a pas vu applaudir ou quoi, parce que déjà je me suis pris une tarte dans la gueule. La scène des enfers, j'y pense encore. C'est long, c'est 2h52. Il y a des petits morceaux de longueur. Je comprends l'intérêt, ceci dit. Pas comme certains réalisateurs, je reviendrai en fin d'année. Oui, il faut savoir qu'il prépare ses balles pour Dune 3 et Villeneuve. Voilà, je le dis. Mais c'est pas... Il prépare. Elles sont prêtes. Je serai prête à toutes les recevoir, à les renvoyer dans la gueule. Il sera prêt. En fait, ouais, j'ai plus l'habitude de voir ces films-là. J'ai plus l'habitude de voir aussi long. Et j'ai plus l'habitude de voir un tel spectacle qui, pour moi, à mon sens, unique en son genre. Je sais pas si je le reverrai tout de suite, parce qu'il faut le digérer. Il faut le digérer. Par contre, si là, j'ai l'occasion de le voir en format full, tout ça, oui. J'y cours. Parce que c'est une expérience. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est ça qui me pousserait à le revoir rapidement. Ouais, là, l'IMAX 70, j'y vais. Je pense que c'est un film qui va marquer beaucoup, qui va rester longtemps dans les têtes. J'espère. Je pense que le dernier film qui a eu cet effet que j'espère pour l'Odyssée, c'est un peu Inception. Tu vois. Inception, tout le monde en parlait pendant 5 ans, alors que franchement, le film, il est pas si ouf de mon point de vue, parce que je l'ai vu tard. Moi je l'ai vu quand il est sorti, c'était pas si ouf. Je pense que l'Odyssée, il y a moyen qu'un peu à la Inception, on en parle longtemps. Tu vois. Ouais, bah parce que ça, il marque. Là où le dernier, Oppenheimer, finalement, oui, ça a fait du bruit sur le moment. Un biopic. Oui, voilà. Non mais ça joue, t'as raison. Non, mais je pense que ça joue. T'as raison, ça joue énormément. Je pense que ça joue. Mais je pense que l'Odyssée... Pragmatiser un biopic. Non mais justement, de par le fait de faire l'Odyssée, de faire du péplum, ça va marquer. Ça va marquer, ouais. Et en plus, là, Nolan nous embarque... comme on le disait, il est en maîtrise totale. À un moment donné, il y a quand même la scène du body horror. Alors celle-là, fallait la voir venir. Hein. Ah ouais, on passe par plein de trucs, dont ça avec Circe, du coup. Qui, pour le coup, ne respecte pas vraiment la mythologie, la post-tautologie. la mythologie, donc... mais la scène, en fait, elle est... Bah, c'est marrant parce qu'on se dit, ouais, bah attends, c'est ce passage-là, je le vois venir. Comment ça va se passer? Pas comme on l'attend. Pas comme on l'attend de la part de Nolan, parce que c'est... Il y va, c'est cool, c'est trop cool. Ouais, je sais que j'ai divisé, mais pour moi c'est un peu le taulier. Il y a un peu de marketing pompeux chez Nolan, mais c'est le taulier. Et là, il se permet d'expérimenter un truc. Moi, il a jamais fait ça. Body horror, je me rappelle pas. Ah hein. Non. Voilà. Mais même, il y a eu des scènes, je vous le dis, j'ai été apeuré. Il y a eu des gros moments de sous-tension, je me dis, bah attends, ça va finir, il va mourir. En fait, il y a des sous-genres dans le film. Ouais. Et il traite, cohérent, putain. Il traite chaque aventure d'Ulysse un peu de manière différente. Chaque passage, ouais. Parce que même les... alors putain, je suis allé voir le nom parce que ça c'était justement un truc de l'Odyssée que j'avais pas du tout comme référence. Les géants en armure là. Et en gros c'est un peuple de géants, je suis allé lire ça sur Wikipédia après. Fils de Poséidon, je sais pas quoi, bref. Nolan passe dessus un peu rapidement, on va pas se mentir, mais il nous les montre quand même, bagarre dans les bois qui bougent. Excusez-moi, mais est-ce que c'est pas la meilleure scène de Seigneur des Anneaux qu'on ait vue depuis le Seigneur des Anneaux? Non mais sans déconner, cette scène c'est les Uruk-hai et ça marche. Après à m'attaquer à cette communauté, mais non mais c'est trop génial, mais ça marche parce que ça rajoute un autre sous-genre entre guillemets dans tout ce film qui passe par plein de phases quoi. On sent oppressé, on sent littéralement oppressé. Ouais. Et pourtant cette scène là, moi c'est l'une que j'ai pas aimé parce qu'encore une fois c'est 2h52. Moi je sors gros défaut du film, c'est très long et je pense qu'il y a des moments qui sont pas plus utiles que ça ou qui sont rallongés pour rien et qui vont même un peu à l'encontre de ce que moi j'ai pu apprendre sur l'Odyssée, notamment le passage avec le Cyclope. C'est le passage que j'attendais le plus parce que je l'ai étudié étant gamin, totalement. Et c'est à mon sens le plus décevant. C'est le plus décevant. C'est le plus décevant. Et la scène avec les géants, mis à part, mettre une scène épique, c'est de l'habillage. C'est de l'habillage très cher. En fait, il y a beaucoup de scènes comme ça où soit c'est trop long pour ce que ça raconte, soit c'est pas utile, mais encore une fois, c'est l'Odyssée, c'est une épopée. Mais par exemple, le passage du Cyclope, c'est le moment où on comprend que Ulysse, c'est pas qu'un beau gosse dont sa femme attend son roi et il est musclé, c'est un beau guerrier, un bon général, c'est que c'est quelqu'un de rusé. Oui, c'est le plus rusé. C'est le fameux passage où le Cyclope parle déjà à Ulysse, là il parle pas, j'étais très déçu de ça. Du coup le Cyclope paraît un peu couillon quoi. Et Ulysse ne parle pas, donc du coup il ne fait pas le coup de je m'appelle personne pour que le Cyclope dit au bout d'un moment à son père, parce que une fois qu'Ulysse lui a crevé les yeux, l'œil. En l'occurrence, crever l'œil, il révèle qui il est et il est le fils de Poséidon. Et en fait, c'est là d'où part la malédiction de Ulysse, qui rentrera jamais chez lui. Et on n'a pas tout ça, on a juste à un moment donné, j'ai l'impression que c'est juste un pèlerin qui croit en Poséidon et qui dit on m'a fait mal, venge-moi. Alors que c'est pas ça, et du coup, il y a plus ce passage-là de la ruse en disant mais c'est personne qui m'a fait ça. C'est un coup, c'est un coup loupé quoi.
Je suis d'accord avec toi sur le Cyclope. Au global, c'est la moins bonne des mini-aventures, on va dire, d'Ulysse. Alors que c'était peut-être l'une des plus attendues. Moi, c'est vrai que c'est pas pour les mêmes raisons que j'ai eu un peu de mal avec. Moi, c'est surtout que finalement, je crois que j'ai pas complètement compris. Ce que je veux dire par là, c'est que les intentions du Cyclope sont pas si claires. J'ai toujours pas trop compris si il a bien vu que c'était pas des moutons qui étaient rentrés dans sa grotte, parce que il les bouffe pas. Il les mange pas. Il en bouffe un ou deux, alors qu'il bouffe pas ses moutons. Donc je me dis, il fait la différence. Mais en même temps, d'un coup il s'endort et puis il mange pas tant que ça. Il croque la tête et puis salut quoi. Oui, il les tue quoi. Et c'est plus pour les voilà. Et justement, il est belliqueux avec eux du coup vraiment, littéralement. Ça a pas l'air d'être un besoin nutritif. Non. Puis il s'endort juste à côté d'eux, donc il les considère vraiment comme des fourmis et il en a rien à foutre. Donc c'est quoi? C'est qu'il est trop con pour imaginer qu'il puisse lui faire du mal. Enfin tu vois, il y a ce truc où, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et par contre à côté de ça, j'aime beaucoup son design. Le design, il me faisait penser à Backroom, moi. Ouais, pour le coup, ouais. Mais en fait, je trouve que le design, il est surprenant parce qu'il est finalement assez minimaliste. Il va pas te faire des énormes money shots en mode le Cyclope qui nous a coûté 10 millions. Tu vois. Ouais, non. Il le fait dans une pénombre, il le fait voilà comme ça. Un réalisme sur le minimalisme. Mais exactement, tu vois, il a pas over abuse. Il a pas over abuse quoi. Il a pas 40 milliards d'attraits, c'est un grand homme avec une peau grisâtre et un œil et un nez de travers quoi. Et en fait, bizarrement, ça me choque. Il est effrayant hein, parce qu'il y a des zones d'ombre. Et oui, le nez, on sait pas trop. Même l'œil. Oui, il est tout est traviole. Non, ça marchait trop bien et malheureusement, c'est l'un des premiers passages. Il me semble le Cyclope. C'est là où ça démarre. C'est là où ça démarre. Voilà. C'était un peu décevant. En fait, c'était long. J'avoue que j'avais des moments où je décrochais. En plus, on est en récit déstructuré, donc c'est bien pour le rythme, mais des fois, il y avait des scènes, notamment avec Calypso. Je vais le dire, hein, toutes les scènes avec Calypso, je sais pas combien ça représente en minutes. On aurait pu le faire en 2, quoi. Pour moi, Calypso, c'est la mauvaise idée. C'est un des plus gros points noirs de mon point de vue, de mes attentes, parce que elle apporte rien. À la fin, du coup, il y a ce dialogue où il lui demande depuis le début, mais depuis combien de temps je suis sur ton île. Elle finit par lui dire, au bout de je sais pas combien de minutes, ça fait 7 ans. Mais oui, mais en fait, le spectateur, pardon, nous on le sait très bien. Le film, il ouvre sur Ulysse, c'est parti depuis 20 ans. Depuis 20 ans. On sait qu'il y a 10 ans de guerre. 10 ans de 3 heures. 3 ans de périple. Voilà, elle te dit 7 ans, t'es en mode oui, je m'attendais à ça, tu vois. Donc il y a aucun enjeu là-dessus et ça arrive à la fin et il a demandé pendant tout le film. Et moi je trouve que tout ce qui est avec Calypso, en fait, c'est sa manière à lui de justifier son montage. Parce que il décide de nous raconter l'histoire d'Ulysse au travers de Calypso qui lui demande de se rappeler et donc il se rappelle petit à petit son périple. C'est des flashbacks qu'on voit littéralement. Et ça permet de faire un récit déstructuré de là je peux raconter une histoire, repartir un peu à Ithaque, le remettre un peu avec Calypso, re-raconter une histoire. C'est éreintant. C'est un peu ça. Et je trouve que, Calypso, c'est peut-être le plus marqué, mais au global, je sais pas ce que t'en penses, toutes les histoires d'Ulysse, je trouve qu'il les aborde de façon assez légère par rapport au mythe global. Il va pas rentrer dans le récit plus loin que ça, et il fait surtout avancer son personnage. Mais même Circé, il y a plein de choses à raconter qu'il ne raconte pas. Le géant, le Cyclope, on l'a déjà dit, il y a plein de trucs où il passe dessus légèrement quand même. Et c'est un choix. Dès l'instant où il y a de la magie ou un dieu, il faut démystification. Ce qui est un angle très intéressant. Mais du coup, je trouve que c'est un défaut parce que tu veuilles démystifier les dieux et regarder le point de vue d'un homme qui perd sa foi. Parce que c'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça, ouais. Au-delà d'avoir perdu le chemin, Ulysse, il a surtout perdu la foi. Hein. Il voulait pas rentrer. Il voulait pas rentrer. Parce qu'il a vu l'horreur de la guerre de Troie. Hyper intéressant. Ça. Et en fait, il s'est rendu compte, mais à quel prix en fait? Pour quel dieu? Pourquoi faire? C'est voilà. Donc très intéressant. Il y a de la magie quoi. Tu peux pas te cacher en disant non mais je veux démystifier les dieux. Ouais mais c'est pas pour autant qu'il faut les rendre inutiles. Et là Calypso est inutile. Athéna bizarrement moins parce qu'elle est très très importante dans la réflexion d'Ulysse et dans son évolution. Non mais ma take c'est qu'Athéna n'existe pas. Enfin pas dans la vie d'Ulysse. Ulysse a repoussé la foi et Athéna c'est juste pourquoi c'est Zendaya qui l'incarne parce que c'est une personne qu'il a vu se faire décapiter devant l'autel d'Athéna où il avait mis son cheval qui va causer tout ça. Et c'est l'outrage ultime. Oui, mais pour moi... C'est le blasphème. Pour moi, c'est juste sa culpabilité qui l'emporte avec lui. Oui. Qu'il a déguisé en Athéna parce qu'il vit dans un monde où les dieux peuvent te tomber dessus aux quatre coins de la rue, comme la loi de Zeus, tu vois. Ouais, c'est pareil. Alors, la loi de Zeus, je sais pas, c'est un truc... tout le monde en parle, mais personne ne la respecte. C'est le code de la route. Dès l'instant où on dit Zeus, la règle va être violée. Voilà, c'est un peu vrai, ça. Voilà. En fait, c'est dommage de
de vouloir faire un récit pragmatique et d'être aussi gentil avec les dieux en les exploitant quasiment pas ou en les rendant soporifiques, hein, parce que vraiment Calypso, à chaque fois que j'avais des scènes avec elle, Ouais, c'est chiant. On a compris, il est sous coma artificiel, tu le drogues parce que... J'ai été plus frustré par le Cyclope tout d'abord et le Circé, Cyclope c'est frustrant. l'histoire avec sa sœur qu'elle a transformée en pigeon, qui chope là, en pigeon, en corbeau pardon. Très intéressante, décide mais... de pas nous en parler, et il fait ça un peu avec tous les points de récit, je trouve. Presque il nous met la graine de si tu veux savoir plus, tu sais que le personnage existe. En fait c'est marrant parce que pour un récit qui se veut déstructuré, en fait c'est toujours la même POV. Oui. C'est... Alors, il y a Télémac, enfin il y a Ithac. Ithac au global. Ithac au global, parce qu'il y a quand même aussi le point de vue de Pénope, mais en fait c'est le point de vue d'Ulysse, quoi. D'un homme qui a perdu la foi et qui du coup, n'importe quel dieu ou créature magique, complètement squeezé. Enfin je veux dire, quand tu vois le truc avec Circé, on s'en déconne. C'est un bon flair et une conversion qui neutralise Circé, finalement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des loupés, et moi là où j'en veux un peu à Nolan, c'est 2h52, t'as le temps de raconter des trucs en 2h52. Je comprends ton point de vue, je ne partage pas complètement parce que je trouve pas que ça soit un loupé, je trouve que c'est une appropriation de l'œuvre. Et j'avoue que moi, le récit d'Ulysse, quand tu comprends pourquoi il voulait pas rentrer, moi ça m'a vraiment chopé. Et ça explique tellement le film, je trouve. Vrai enjeu de fou furieux. Le mec qui perd sa foi. En fait, qu'est-ce que c'est d'être un croyant qui a perdu sa foi, donc un non-croyant, dans un univers où tout est basé sur les croyances, toutes tes relations humaines sont basées là-dessus. C'est surtout jusqu'où t'es prêt à aller, parce que le cheval, c'est son idée. Ben oui, bien sûr. Et c'est lui qui est à l'origine de tout ça. D'ailleurs, l'assaut de la ville de Troie, perfect. Qu'est-ce que c'est beau. Perfect. Le moment d'ouverture des portes. Agamemnon en vraiment colosse de je sais pas combien. Agamemnon, on va en parler de lui. Hein. Oh la vache, ça... Là, tout le monde critiquait, il veut le casque. C'est ça votre combat. Et oui, il culpabilise d'avoir été rusé, d'avoir été un homme de son époque, en fait. Et justement, il parle de la chute de tout ça, des croyances. Il va plus loin de ça. Pour lui, c'est la chute, et il le dit, de l'âge de bronze. Donc je sais pas si à cette époque, je pense, non, on n'appelait pas ça l'âge de bronze, ça n'a pas de sens peut-être. Mais c'est le temps des cathédrales, je crois. Voilà, c'est pas grave. Et il est fini. Il dit, j'ai tué notre civilisation. Voilà comment il le vit. Il est fini le temps des cathédrales. Il est fini le temps des cathédrales. Complètement. Voilà. Mais oui. Et je pense que le film est génial juste pour ça, l'enjeu d'Ulysse. Qu'on devine pas du premier coup, parce que pour l'instant, on voit juste un mec qui veut juste retrouver sa femme et son fils. Enfin, je veux dire. Et le passage de son retour, moi j'avais un peu peur de cette fin de c'est super, il revient. Puis alors, quand c'est frustrant de dire putain, mais c'est lui. Enfin. Enfin, quoi. Et là, la dimension pour moi épique de clôture tellement bien, juste pour ça, quoi. Il est là, il a une aura, il dit que la vengeance va arriver, que Ulysse va revenir, et il est là, quoi. Le récit de son personnage principal se tient très bien. Après, moi j'ai plein de choses à dire sur plein de trucs, sur des morceaux de scène ou quoi que ce soit. Mais ça, on s'en fiche. Là, ce que je veux dire, c'est que... épiler. C'est ça. Mais c'est que oui, l'écriture d'Ulysse, pour moi, elle se tient, elle se justifie à la fin parce qu'il a fait ce choix de la croyance et de la non-croyance. Et surtout, moi, je vois un parallèle dingue. Ulysse, qui a peur de détruire sa civilisation, il nous a refait Oppenheimer. C'est exactement... Non mais c'est vrai, mais c'est parce que je pense que ça le touche vraiment, Nolan. Je pense que c'est un sujet qui le touche vraiment. Mais Oppenheimer, quand il crée la bombe dans son film, peut-être dans la vraie vie, j'en sais rien. Il ouvre l'ère de la paix sous la contrainte de la guerre. Sous la contrainte même de la fin. Et puis moi, c'est un truc que j'avais pas aimé dans le film, typiquement, mais il a même pas peur des conséquences humaines. Il a peur d'embraser l'atmosphère. Oui. Littéralement. Et il a peur de tuer la civilisation. Ouais. Et il fait la même chose avec Ulysse. Nolan décide d'écrire Ulysse avec la même contrainte morale de qu'est-ce qui se passe quand t'es allé trop loin. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'encore une fois, ça participe à... je vois ce mec qui avance dans sa carrière et qui continue de... C'est un peu psycho, quoi. Il a ses névroses, il a ses trucs qui reviennent. Et ça le bouffe. Et c'est cool, quoi. Ça le bouffe. Non, Ulysse, en plus porté par Matt Damon, je pense qu'il a rappelé Vitef ce que c'était qu'un acteur. Parce que putain... ça va être marrant. Personne n'est mauvais. Oui, non, personne n'est mauvais. Je vais même aller plus loin, il y a des putains de fulgurances. Notamment j'ai plus le nom de cet acteur, celui qui joue l'ami aveugle. J'ai plus le nom. Les noms en grec, pardon, j'arrive pas à les retenir. J'avoue que waouh. Lui, il fait une presta de zinzin, mais tous. En tout cas, c'est pas les jeux d'acteurs qui te font sortir du film, c'est sûr. Et toi, c'est Matt Damon qui t'a le plus chopé ? Pattinson, j'ai confiance en lui, il joue un mec imbuvable, il sait faire. Ouais, moi j'aime pas l'écriture de son personnage, mais c'est le personnage le moins intéressant. Ouais, je trouve. Bon, Zendaya a un rôle très mineur. Très mineur. Et elle le fait
très bien, encore une fois, aucun souci là-dessus. Tom Holland surprenant, je suis content. C'est pas que j'ai vu un Tom Holland qui fait autre chose que du Spider-Man, et là j'ai pas vu. Moi j'avais peur de voir, j'allais dire Tommy Parker, le basketteur. Non, j'avais peur de voir Spider-Man, quoi. J'avais peur de là, ça. Là il a dépassé ça. J'ai vu Télémax sous les traits de Tom Holland, donc ça me fait très plaisir. Taoué, est-ce que tu veux, t'es la goat. Mais tous, franchement tous. Ils sont tous bons. En fait, leur performance est juste limitée par leur temps d'écran. C'est tout. C'est juste ça pour moi, tu vois. Alors moi j'ai un truc à rajouter, mais je pense que ça va faire débat, ça va faire jaser. Et je pense que pour le coup, comme c'est lui le personnage principal, c'est peut-être lui qui le subit un peu plus que je vais dire, Matt Damon. En fait, ce qui est fou, c'est que ce qui nous dépeint et la façon qu'il a de le mettre en image est tellement épique, zinzin, beau, tout ce que tu veux. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce sentiment, mais je trouve que les acteurs font exactement ce qu'il faut, mais ne sont pas le focus principal. Je sais pas comment dire. Quand Ulysse vit une histoire, en fait l'histoire qu'il vit m'est plus intéressante que ce que Ulysse fait dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, oui. C'est pas un film où j'y vais pour voir... Ça transcende le personnage. Ouais, et en fait, je trouve que le récit est plus grand que ses personnages. En fait, c'est pas un film que je vais voir pour des grandes prestations d'acteurs, et pourtant, en fait, ils sont juste parfaitement justes. Mais tu vois, c'est pas la caméra collée à la gueule, une émotion qu'on n'arrivera jamais à aller chercher, qu'il faut tourner pendant 3 jours pour avoir l'alarme parfaite. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais comme moi, je suis sorti à plusieurs moments du film, j'ai peut-être plus ressenti ça de... ah putain, oui. Je comprends. Ouais, il joue bien quand même, ouais. Tu vois. Juste un mot en plus, pardon, sur le casting. Je veux parler je veux parler d'Hélène, moi. Moi je vais te parler d'Achille. Alors pardon, attends, j'oublie, c'est Noupita, je vais reprendre son nom. Oui, on préfère pas écorcher les prénoms. Ce... J'en profite, donc non, je suis désolé, mais Elliot Page, et qu'on le veuille ou non, c'est Elliot Page. Et je vois même pas l'intérêt il y a pas à débattre, arrêtez vos conneries. C'est Elliot Page, ça vous plaît pas, c'est comme ça. Ne joue pas Achille, tout simplement. Non, oui, c'est vrai qu'il y avait alors ce truc... Sinon, sinon... Voilà, on va la faire en français. Et il le joue très bien parce qu'en fait, le personnage en soi a un intérêt au récit. Attention, ça a un intérêt au récit. Même si, encore une fois, on n'a pas tout compris des enjeux de fameux fusils de Tchekhov avec la convocation. Ouais, c'est vrai que cette scène, elle est bizarre. Là, j'avoue, j'ai pas compris c'est quoi la magouille quand ils sont gamins parce que c'est finalement pas Pattinson. J'ai complètement oublié On va l'appeler Pattinson. On va l'appeler Pattinson. J'ai pas compris la magouille parce que Ulysse les voit et même en accord avec toi, tu porteras jamais ma famille, donc j'ai pas trop compris l'enjeu. Donc le fusil de Tchekhov est un peu raté à la fin, même si la scène marche très bien où il lui enfonce le génial. Mais encore une fois, Elliot Page joue son rôle, quoi, et ça marche très bien. Le Sinon un peu juvénile, un peu naïf peut-être, qui a pas compris que sa mission allait le tuer, quoi. Donc et la scène dans la scène des enfers. Il faut qu'on parle de la scène des enfers. La scène des enfers, je suis désolé. Là, tu me dis Elliot Page, ça joue mal. Qu'est-ce que c'est beau. La scène des enfers. Mais tout marche. Il n'y a rien qui marche pas dans cette scène. Pardon, mais tout si fonctionne. Vous connaissez, on est d'accord qu'on a vu Hellblade, Senua's Sacrifice. Là, c'est vraiment le jeu vidéo. C'est fou. C'est fou. C'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et puis, je vais pas te mentir, t'es pas... Ah ouais. T'es comme ça, t'es... tu chopes par le callback, hein. Parle pas aux morts, moi je vais rester derrière. Ouais. C'est superbe, ça, c'est vraiment superbe. Même le coup de Agamemnon, tu vois juste l'œil. Agamemnon, mais waouh, le charisme d'un personnage que tu vois que de dos, c'est fou. Et tu vois casqué. J'ai une take sur les casques, et c'est la mienne, hein. Crois, hein. Attends, je vais plus loin. Tu sais quoi? Le seul plan où tu le vois enlever son casque qui dure 2 secondes, c'est là où il meurt. Voilà, tout est... Ta take est... T'as même pas le temps, t'as même pas le temps de t'attacher ne serait-ce qu'à un visage. Non, Agamemnon, c'est fou, hein. Le charisme qui dégage, mais la façon de le filmer, le costume, je trouve que ça, pour moi, c'est, comme tu disais, la fameuse maîtrise de Nolan, c'est The Dark Knight Rises. Oui, c'est Bane. Et oui. C'est comment je dirige un acteur où tu vas parler avec ça. Et c'est tout. Tu sais quand tu le vois. Et là, c'est même pire. Tu vas parler juste avec ta posture. Il n'y a même pas de regard, hein, parce que j'avoue, à part dans le moment des enfers, on voit juste un œil, mais qui dit tellement de choses. C'est la première fois qu'Agamemnon fait face à Ulysse, et il le filme comme Batman la première fois face à Bane. Ouais. T'as raison de ouf. Encore une fois, on voit un réal qui continue qui a laissé pousser son jardin et qui maintenant nous... C'est pour ça que moi je pense que c'est un de ses films les plus aboutis. Le mot qui vient à l'esprit, c'est le mot virtuose. On a un mec qui maîtrise son art, qui succombe à ses caprices, et quand tu succombes à tes caprices, c'est 2 solutions. Soit tu sais où tu vas, et tu vas pondre le truc, le Star Wars de Lucas, tu vois, genre le mec qui va succomber à tout, bon, pas avec les mêmes contraintes évidemment, mais et qui va pondre son truc qui vient de là. Tu aimes, tu n'aimes pas,
Nolan s'en branle, hein, je pense que c'est clair. Oui. Et ben là, du coup, on est face à potentiellement... Ouais, c'est de la virtuosité. Je vais pas dire que Nolan est un virtuose, ça serait peut-être un peu trop... Ça serait malsain vis-à-vis de l'adoration qu'on peut avoir pour un réalisateur. Mais là, on est sur de la virtuosité, alors que tout n'est pas parfait. Il y a des longueurs, il y a des machins. Et je suis désolé, mais putain, quand tu tapes Star Wars et toute la clique, là, Mandalorian et Gros Goût ou d'autres films, putain, ça fait du bien, quoi. Parce qu'en plus, là, il y a une fin, c'est fini. Oui, là, c'est... Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de... Je vous ponds... C'est pas un artisan, c'est pas une commande, c'est un artiste. Il a posé son truc, il a dit voilà ce que j'ai pondu. Je me casse. Oui, et du coup, je voudrais revenir sur Lupita Nyong'o, parce que je voulais avoir son nom, donc j'ai pris le temps de le rechercher. Désolé. Qui joue super bien, qui est déjà parfaite, de base, franchement. Déjà de base, une très bonne actrice quand même. Ah ouais, non mais vraiment. Et il y avait eu une polémique là-dessus par tous les cons qui disaient oh là là, une noire qui joue une grecque, une reine grecque, mais c'est pas possible. Bon. Définition d'acteur. Déjà. Ouais, parce que. Comment ça, un trans va jouer un guerrier quand un hétéro joue un gay, enfin, excusez-moi. Apparemment, ça marche pas dans tous les sens chez certains. Je vous renvoie à la définition d'un acteur. Moi, je vous le dis, Nolan, il vous a bien baisé, les mecs qui pensent comme ça, parce que elle est divine dans le rôle. Et en plus, moi, j'y ai vu quelque chose, peut-être que je suis dans Lupita Nyong'o, je sais pas comme si je la connaissais, je vais l'appeler Lupita Nyong'o. J'avoue. Lou. Lou, elle a des traits de visage extrêmement fins. Elle est très belle, hein. Elle a des traits de visage très fins. Elle a une carnation très sombre. Très reconnaissable. Oui, en plus, oui, très oui. reconnaissable. Elle a une peau très noire. Et en fait, là où je trouve que c'est vachement intéressant, c'est que dans le récit qu'en fait Nolan de l'Odyssée, il y a finalement pas énormément de personnages noirs et encore moins de personnages avec la même carnation qu'elle, donc très, très noir, parce qu'il très sombre. y a dans ces guerriers, il y en a un qui est d'ailleurs extraordinaire, lui aussi, je super bien. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est le principe de la Grèce, c'est qu'il y avait plein de gens de partout. Mais bon, bref, je vais pas refaire ce débat. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, que cette femme se fasse enlever et finisse à Troie et qu'Agamemnon jette toute son armée pour la récupérer, et ben moi, j'y vois quelque chose qui appuie le récit. Cette femme est tellement belle et tellement unique, aussi de par sa couleur de peau dans l'univers de Nolan, qu'il est prêt à tout sacrifier pour aller la chercher. Et donc je trouve que finalement, ça retourne l'argument des racistes, que ça soit une femme noire qui joue Hélène, ça a tellement de sens, je trouve, dans le film de Nolan. Peut-être que je m'emporte, hein, mais moi j'ai trouvé ça génial que ça soit elle. Ouais, attends, c'est marrant parce que j'ai pas la même lecture, mais déjà je trouvais, encore une fois, elle joue très bien, tout le monde joue très bien dans ce film. T'aurais mis une blonde aux yeux bleus, ouais. Ça aurait moins bien marché. Là, je sais pas, il y a contraste. Il y a contraste. Et ton point de vue, putain, ça voudrait dire que Nolan a fait un putain de reverse. Genre, Agamemnon a lancé tout le monde contre Troie pendant 10 ans pour sauver une femme dont finalement la couleur de peau est rare. Je pense que ça participe au truc. Dans le jargon, c'est qu'il vous a quand même bien baisé la gueule là. Bien sûr, mais bien sûr. Non, mais tu vois, c'est très j'avais pas du tout cette lecture. S'il était parti chercher une blonde, c'est horrible ce que je veux dire, hein, une blonde random, ça aurait fait chier quoi. Va dans l'île d'à côté, il y en a partout. Ouais, là, il se bat pour quelqu'un qu'il ne retrouvera jamais. Sans déconner. On aurait fait ringard. Franchement, on aurait reproché à Nolan de dire oh là là, et quoi, à moitié à poil en plus pendant qu'on y est. Et au bout d'un moment, soit vous voulez du nouveau et on fait du nouveau. Stock là, en plus, c'est justifié. Alors je connais pas la lecture de Nolan, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais j'ai pas pensé comme toi. Un truc. Moi j'avoue, je suis passé complètement à côté de la polémique, rien à foutre. Oui, des fois il y a eu des personnages noirs, des acteurs noirs qui sont là pour les quotas, parce que ça fait bien, parce que c'est quoi, c'est pas du greenwashing, mais c'est quoi, c'est du blackwashing, j'en sais rien. Enfin, en gros, c'est pour faire la bonne image. Non mais je sais pas comment on appelle ça, je suis pas là-dedans. Mais je conçois que des fois ça fait chier de se dire on a mis un acteur noir. Moi ça me fait chier parce qu'en fait on met un acteur dans la sauce alors qu'il va très très bien jouer. On en parlera pour Harry Potter parce que là c'est un autre enjeu. Oui. Je trouve. En plus c'est le personnage de Rogue, c'est un autre débat et je pense que Décembre sera généreux là-dessus. Mais putain déjà attendez de voir les œuvres. Attendez de voir les œuvres. Là je suis désolé. En plus c'est Nolan putain, c'est le mec qui a fait en sorte que tout soit pragmatique. Il a fait du Joker un terroriste. C'est réel. Le Joker de Nolan peut exister. Ce mec justifie tout. S'il a mis ces acteurs-là, et sinon ça fonctionne très bien. Mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être le gars qu'il fallait. Voilà. Et en plus, dans la scène des enfers, ça joue bien quoi. Ouais, et ça fonctionne méga bien. Et pourtant, je suis pas un grand fan d'Elliot Page. Hein. Et c'est rien à voir avec la personne et son histoire. Je trouvais déjà pas que c'était un acteur formidable. Oui. Là, bon, et là,
fait vraiment le taf, et je vais te dire, ça marche bien. non mais je me retrouve à défendre Elliot Page, t'imagines toi? J'aurais pas aimé avoir eu quelqu'un d'autre. Faites confiance au réalisateur. Arrêtez de faire des polémiques sur des putains de distributions qu'on a 2 ans à l'avance. Vous ne savez rien de la vision du réal. Une fois que l'œuvre est là, on peut en discuter. Des fois c'est mal fait, des fois il n'y a pas besoin, des fois tout ce que vous voulez. Le premier qui vient me dire que l'Odyssée, le casting, il pue sa mère, frère, il faut se faire crever les 2 yeux, arrêtez d'aller voir des films. Il y a un encore moment, une fois, c'est un vrai enjeu de pas traiter les acteurs autres que blancs comme des espèces d'excuses. Ah, vous avez vu, j'ai parsemé ça. C'est un vrai sujet. Et moi, je suis pour l'ère de la créativité. Et là, pour une fois, c'est justifié, c'est cohérent, ça fonctionne de fou. Zinzin. Ça fonctionne trop bien. Je suis pas un fervent défenseur de tout ça, mais au bout d'un moment, quand c'est justifié et qu'on vous crée un truc de nouveau, vous cachez pas derrière ça pour balancer votre racisme de merde. Moi, ça me fait chier parce que c'est un vrai sujet, dépasse le cinéma au passage. Bien sûr, évidemment. Mais moi, je reste dans le ciné. Bah, moi, je veux du nouveau. Et s'il faut passer par là, à partir du moment où ça fonctionne, c'est justifié. J'ai qu'un seul truc à vous dire. Fermez votre gueule. Je comprends ton point de vue, moi je vais même plus loin, c'est que pour moi, toi t'es plus tranché. En fait pour moi il n'y a même pas à justifier, c'est-à-dire que les acteurs c'est des gens de notre société, s'ils représentent pas notre société on fait quoi? Et puis c'est surtout que là, c'est normal en fait, c'est juste normal. Cette actrice... Et puis elle a rien à prouver en plus putain. Et en fait c'est ça putain, ils ont quand même pas pris la rigolote du coin. Oui, c'est la polémique qui m'a le plus rendu zinzin et j'étais très content que Nolan mais l'ait éteint avec son film. Je vais vous le dire, on va dire les termes, il vous a baisé. Ouais, si vous pensiez ça en tout cas. Alors qu'on puisse discriminer dans le cinéma, évidemment, parce que il y a de l'image, faut que tu racontes quelque chose, et la couleur de peau des gens raconte quelque chose. Là, je suis désolé, là, il l'approprie, il justifie, ça fonctionne, ça va. Vous êtes con, au bout d'un moment, vous êtes con. Ça va m'énerver. En fait, le film réglera tout. Une fois que le film est sorti, je pense que tout ça, et vous savez quoi, plus, vous voulez passer à côté? Bah vous êtes les demeurés. Et puis vous êtes les perdants. Vous êtes les perdants, vous êtes les perdants. C'est pour ça. Si vous êtes mitigé, allez voir. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est ridicule. Et on en a marre d'entendre cette musique. D'ailleurs, je me permets. C'était la seule transition que j'avais. Non, elle est bien. C'était la seule transition que j'avais. La musique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah alors moi, j'ai pas reconnu de thème particulier. Mais par contre, la musique habille tout le film et des cas comme ça, genre oh putain là il va se passer quelque chose. Toutes les montées en tension sont hyper maîtrisées et c'est pas péjoratif mais c'est de l'habillage sonore mais c'est du velours. Et le thème s'il y en a un je l'ai pas perçu en tout cas. J'ai vu un habillage monter crescendo. Je suis complètement d'accord sur l'habillage, c'est une musique qui est très ambiante, on dirait presque du drone des fois. Ouais. Et d'ailleurs elle est quasiment tout le temps composée de très peu d'instruments. Je me demande même si il a pas fait l'effort. Donc celui qui a fait la musique, c'est celui qui fait la musique de Mandalorian, c'est Göransson. Oui. Qui est partout en ce moment. C'est marrant. Moi je pensais que c'était Alexandre Desplat. En fait, il a fait l'Odyssée, mais c'est un autre film. C'est un autre film au même nom. C'est un autre film. Non, c'est encore ce Ludwig. C'est encore Ludwig Göransson. Partout, mais putain, il est talentueux ce type. Passer de Star Wars à l'Odyssée, excuse-moi. Il est talentueux. Je me demande s'il a pas fait exprès d'utiliser que des instruments qui existaient à l'époque. Je me suis posé cette question à un moment parce qu'il y a beaucoup de la harpe, des tambours, sincèrement, ça m'étonnerait pas. Bah, tu vois des instruments, il y a rien d'électro, tu vois, c'est très très non, rustique. Ouais. Même si c'est quelques notes. Et moi là où j'ai vu un thème par contre et il m'a chopé grave, c'est sur les retrouvailles tout simplement entre Pénélope et Ulysse, mais elle ne sait pas encore que c'est Ulysse. Et lui, il se présente en mendiant. Oui. Et on revoit toute la guerre de Troie. Et il explique que c'est là qu'il dit qu'en fait, il a complètement perdu la foi. La révélation. La révélation. Et c'est une scène qui est longue en plus. Hein. C'est une scène qui est ouf. Intense de zinzin. Et là, je pense que la musique. Ouais. Ah, ok. Une vibe un peu Gladiator. Le vrai, hein, pas le deuxième. Tu vois l'idée? Ouais, de ouf. La musique est très bien quand on l'isole. Mais. Oui. En fait, moi, c'est ça qui est génial, c'est que même conclure là-dessus, tu vois. Quand tu disais les acteurs se font transcender par le récit, les scènes se font transcender par le récit, la musique transcende le récit. Moi, j'appelle ça de la virtuosité. Quand l'œuvre se transcende... Je suis assez d'accord avec toi, il vient toucher quelque chose d'assez grandiose. C'est le patron. Là, c'est le patron. Un peu, là. Ah, c'est le patron. Ça veut pas dire que... C'est pour ça que j'attends... Là, il y a Villeneuve qui va sortir Dune. C'est quand même pas les rigolos du coin non plus, hein, ce qui va suivre. Mais là, Nolan, je pense qu'il a pondu son truc et il a drop the mic. Hein.
c'est un checkpoint, que ce soit dans sa carrière ou même dans l'industrie, Ouais, je crois, ouais. Je par suis rapport à d'accord. tous les sujets qu'on a évoqués en début de vidéo, sur l'IMAX, sur tout ça. Moralité, c'est une expérience qui, à mon avis, sur votre télé, aussi grande soit-elle, Comme souvent avec Nolan, la télé suffira pas. la télé Allez le suffira voir au pas. cinéma. Moi, je suis pas allé voir Dunkerque, je le regrette amèrement. Même si je pense Ouais. que j'aurais pas aimé, je le regrette amèrement. Ouais, non, mais je pense que tout est dit. Et ben, régalez-vous, le film sort aujourd'hui, allez en salle, peu importe, IMAX, vous emmerdez pas. De toute façon, Oui, allez le voir. c'est ce qui c'est compte, Montpellier hein. ou rien, donc allez le voir. Peu importe Allez les le voir. conditions, allez le voir, c'est important et vous en discuterez avec nous en commentaire. Bien sûr. À bientôt alors. Salut. Salut.